peu de châtiment dans l'histoire égale l'horreur de l'écorchement, une atteinte directe à la dignité humaine. Ce n'était pas seulement un acte punitif, mais une affirmation de pouvoir, une intimidation inscrite dans les esprits au lieu des corps. Pour les souverains et les conquérants, cette pratique servait de moyen de domination, ancrant la peur au-delà du moment même où elle était infligée. Ceux qui ont pratiqué cette forme de punition ont laissé un héritage qui continue d'influencer l'histoire. Les Assyriens anciens, experts en écrochement, n'étaient pas seulement des conquérants, mais également des créateurs de la terreur. Aucun empire n'a manié la peur avec telle habileté que les Néo-Assyriens, dont les campagnes se distinguaient non seulement par leur force militaire, mais également par une guerre psychologique d'une cruauté saisissante. Résister signifiait non seulement s'exposer à la mort, mais également à un sort atroce, une punition lente, publique et incessamment douloureuse, conçue pour anéantir l'esprit d'une civilisation. La conquête violente de Lachish en 711, à Vaison-JAC, par le roi Sennachérib, est l'un des cas les plus tristement célèbres de l'histoire. Les sculptures détaillées de son palais à Ninive illustrent. Les Assyriens avaient déjà parfaitement intégré cette tactique bien avant Sennachérib. Pendant le règne du roi Assurbanipal, la conquête des Lames en 647 franchit une nouvelle étape de destruction. La capitale chlamite, Suse, fut complètement annihilée et ses dirigeants subirent des souffrances inimaginables. Les inscriptions de la bibliothèque de Ninive célèbrent la revanche d'Assurbanipal, décrivant en détail horrifique comment les chefs révoltés furent écorchés et leurs corps exhibés en tant que macabres trophées de conquête. L'héritage de la cruauté était déjà bien ancré, même avant Assurbanipal. Sous Sennachérib, Paul II, l'un des premiers et les plus cruels rois assyriens, a enregistré ces actes terrifiants dans des inscriptions cunéiformes découvertes dans les ruines de Kalou à Nimroud. Ces mots glaçants figurent parmi les plus infâmes de l'histoire. J'ai écorché. La cruauté était déjà profondément enracinée à Sur-Nazir. Les Assyriens savaient que le véritable pouvoir ne se limitait pas à la victoire militaire, mais à la terreur qu'elle engendrait. Leur empire prospérait par la peur, et les échos de leur brutalité persistent dans les archives historiques, illustrant la domination implacable qu'ils exerçaient sur le monde ancien. La méthode perse illustre comment l'écorchement était utilisé comme mise en garde, tandis que les Assyriens employaient cette pratique comme un moyen de semer la terreur durant les conflits. Les Perses achéménides en firent un symbole sinistre de loi et d'ordre. Pour eux, cette punition représentait non seulement un outil de peur, mais aussi une affirmation de justice inébranlable, laissant une impression durable, littéralement, sur ceux qui venaient après. L'exécution de Sisamnès, un juge corrompu, est sans doute le cas le plus connu et a été relaté par Hérodote. Cambyse, fils de Cyrus le Grand, ne se contenta pas de condamner Sisamnès à mort pour corruption. Il s'assura que le juge serve d'exemple pour les autres. Sa peau fut écorchée et tendue sur le trône où il avait jadis exercé ses fonctions. C'était un message sinistre. La loi en Perse ne devait pas être entachée par la corruption. Le suivant à occuper ce trône serait conscient des événements passés, chaque décision mesurée en fonction des répercussions de la malhonnêteté. Dans l'Empire perse, la justice était instante et stricte, notamment face aux rébellions. Darius Ier, qui sécurisa son trône en 521 avant J.C., dut faire face à une sévère révolte en Babylonie, dirigée par le prétendant Nabuchodonosor III.
la répression des opposants à l'autorité perse fut brutale. Exécution, mutilation et... L'exécution, la mutilation et l'affichage public de puissance étaient des pratiques fréquentes. Le relief de Behistun, monumental champ sculpté dans une falaise en Iran, immortalise cette répression sévère. Contrairement aux Assyriens, qui multipliaient les actes de terreur pour subjuguer leurs adversaires, les Perses utilisaient l'écorchement comme un moyen délibéré, transformant la peau en une déclaration légale. Cela servait de rappel tangible que la trahison et la corruption recevraient des sanctions inoubliables. La colère mongole, marquée par l'écorchement d'ennemis, symbolisait la suprématie ultime. Les conquistadors mongols se distinguaient par leur efficacité redoutable, mais leur campagne était également marquée par des guerres psychologiques, contrairement à d'autres qui recouraient à la brutalité pour instiller la peur. Les Mongols maîtrisaient l'art de la soumission, démontrant que toute résistance serait vaine. Lorsque Gengis Khan lança ses troupes sur Samarcande et Urgench, ces villes chutèrent sous la domination mongole, accompagnée d'une démonstration impressionnante de force. Si la reddition était une possibilité, défier l'autorité entraînait des punitions destinées à marquer l'histoire. Selon certaines sources persanes, des officiers karemiens capturés, surtout ceux ayant résisté aux Mongols, subirent des sortes terribles. Des témoignages rapportent que leurs peaux écorchées étaient envoyées intentionnellement aux villes, transmettant un message à la fois explicite et terrifiant. Toute résistance entraînerait non seulement la mort, mais vous transformerait également en avertissement pour les survivants. La justice cruelle de l'Europe médiévale employait également des châtiments sévères, mais l'écorchement avait une signification symbolique plus profonde. Contrairement aux exécutions réalisées sur le champ de bataille ou aux décapitations des nobles, il représentait une méthode. Ne vous contentez pas de périr. Les exécutions publiques visaient à affirmer la loi, et lorsqu'un crime était jugé particulièrement grave, la punition devait en montrer l'ampleur. Rare mais redoutable, l'écorchement devint une conséquence pour ceux reconnus coupables de trahison, d'hérésie ou de crimes envers la couronne. Un des cas les plus connus est celui de Pierre Basile, l'arbalétrier, qui tua le roi Richard Ier d'Angleterre, dit Richard, cœur de lion, en 1199. Bien que Richard l'eût gracié avant sa mort, des hommes furieux décidèrent d'ignorer cette clémence. Selon certaines sources, Basile fut écorché vivant dans une mise en scène d'une vengeance macabre, soulignant que frapper un souverain entraînait des répercussions bien plus graves que celles du champ de bataille. L'écorchement ne se limitait pas aux meurtriers de rois. Dans certaines parties de la France médiévale et du Saint-Empire romain germanique, les faux monnayeurs, dont les activités mettaient en péril la... Certaines chroniques historiques indiquent que leur supplice était affiché publiquement sur les marchés, assurant ainsi que personne ne puisse ignorer les dangers liés à la fraude économique. Le Langshi, en Chine, représentait une forme de peine extrême. Bien que plusieurs civilisations aient utilisé l'écorchement comme méthode de châtiment, peu égale la cruauté implacable du Lingshi, ou mort par 1000 coupures. Contrairement aux exécutions rapides réalisées lors de conflits, cette peine visait à prolonger la souffrance au lieu de procurer une mort instantanée. Pratiquée durant la période impériale, le Lingshi était réservé aux crimes les plus graves, tels que la trahison, pour lesquels la simple exécution ne suffisait pas. Cette punition permettait également d'ôter toute dignité à l'individu et d'effacer son souvenir du collectif.
L'une des victimes emblématiques fut Yuan Chongkan, un général de la dynastie Ming, exécuté en 1630. Il avait défendu la Chine contre les envahisseurs mandchous et fut ultérieurement accusé de trahison suite à une conspiration politique. Il fut condamné au lingxi à Pékin. Son exécution devint un véritable spectacle, attirant une foule désireuse de voir le châtiment d'un traître. Certains récits évoquent même la distribution de morceaux de sa chair au public. Bien que ces allégresses restent sujettes à controverse, le lingxi continua d'être pratiqué sous la dynastie Qing, avec l'un des derniers cas répertoriés étant celui de Fu Chu, exécuté en 1905 pour le meurtre de son maître. À la différence des périodes précédentes, cet événement fut photographié par Georges Douma, provoquant un émoi international. L'influence croissante des idées juridiques occidentales aboutit à l'abolition officielle de cette peine la même année. Ce n'était pas qu'une méthode d'exécution ordinaire, mais un symbole de domination, une démonstration soigneusement orchestrée de pouvoir, destinée à perdurer au-delà du condamné. Ces moments inscrits dans l'histoire illustrent les aspects les plus sombres de l'humanité, révélant jusqu'où les souverains étaient prêts à aller pour exercer leur pouvoir et la douleur subie par ceux qui osaient les défier. L'histoire ne se limite pas à un simple récit des événements passés. Elle reflète la nature humaine, agissant comme un miroir de nos peurs les plus profondes et de nos luttes. En revisitant les cruautés qui ont jadis façonné les régimes, une conscience nouvelle émerge. Les civilisations croissent et déclinent, mais les résonances de leurs choix demeurent toujours présentes.